Un ancien membre de l'équipe vient de révéler ce que personne ne savait sur Romper Room. L'émission ne portait pas vraiment sur l'éducation. Il s'agissait de vendre des jouets. Les enfants étaient en gros des annonceurs non rémunérés à la télévision en direct. Les animateurs avaient des stats et signaux au secret pour gérer les enfants qui craquaient devant la caméra. Certaines villes diffusaient des versions complètement différentes sans règles de sécurité. Et le fameux miroir magique était complètement truqué à la fin. La femme qui formait chaque animateur gardait un contrôle strict sur un empire commercial valant des millions. Mais quand la vérité a commencé à éclater, tout s'est effondré. Ce qu'elle a construit n'était pas une salle de classe. C'était quelque chose de bien plus dérangeant. En 1953, une femme nommée Nancy Claster regardait un groupe d'enfants de maternelle à Baltimore avoir des difficultés avec l'apprentissage traditionnel en classe. Cela ne lui semblait pas juste. Quelque chose n'allait pas. Nancy n'était ni psychologue ni une grande directrice de télévision. Elle était juste quelqu'un qui comprenait profondément la façon dont les enfants pensent. Née Nancy Goldman en 1915, elle a épousé Burt Claster en 1938 et ensemble, ils allaient changer la télévision pour enfants à jamais. Ils n'ont pas inventé un dessin animé ou une émission de marionnettes idiotes. Ce qu'ils ont créé était bien plus audacieux. Nancy a eu une idée que personne n'a prise au sérieux au début. Elle voulait mettre de vrais enfants de 4 et 5 ans à la télévision en direct. Pas des acteurs formés, de vrais enfants. Et elle voulait leur enseigner directement devant la caméra. Son idée est devenue Romper Room, la première émission préscolaire où les enfants ne faisaient pas que regarder, ils en faisaient partie. Nancy croyait en quelque chose de très simple mais puissant. Elle disait que les enfants aimaient regarder les enfants et elle avait raison. D'autres chaînes pensaient que cela échouerait. Elle ne croyait pas que les enfants pouvaient se concentrer sur une émission pendant 30 à 60 minutes. Mais Nancy leur a complètement prouvé qu'elles avaient tort. Son idée n'a pas seulement pris, elle a explosé. Romper Room était diffusé dans 25 pays. Des familles au Royaume-Uni, au Japon, au Brésil et en Australie regardaient toutes des enfants comme les leurs. Mais elles ne savaient pas ce qui se passait réellement en coulisses. Ce qui ressemblait à une douce salle de classe à la télévision était en fait un empire commercial soigneusement construit. Chaque station locale qui diffusait Romper Room devait respecter des règles strictes. Nancy elle-même formait chaque animateur. Elles étaient toutes appelées Miss quelque chose, comme Miss Nancy, Miss Sally, Miss Fran, et chacune d'entre elles devait être une enseignante certifiée, sans exception. De 1953 à 1983, Nancy a personnellement transformé des centaines de ces femmes en parfaites animatrices d'émissions pour enfants. Elle a donné des scripts exacts, des règles de comportement exactes et même des façons exactes de parler. Si une station voulait les droits de diffuser Romper Room, elle devait acheter l'ensemble complet. Cela signifiait des produits dérivés, des publicités, et ce logo souriant de Jack in the Box. À son apogée, la franchise Romper Room était présente dans 150 villes. Nancy et Burt Claster ont pris leur retraite en 1975 en tant que millionnaires. Ils avaient compris quelque chose que personne d'autre n'avait compris. Les entreprises étaient prêtes à payer des sommes énormes juste pour atteindre les enfants d'âge préscolaire. Aucune autre chaîne n'avait même essayé. L'émission originale était diffusée depuis WBTV à Baltimore. Mais ce n'était pas juste un studio. C'est devenu quelque chose comme un laboratoire en direct pour le comportement des enfants. Nancy a mis au point un système appelé Doob et Don't Be. Mr. Doobie était un gros bourdon qui montrait aux enfants comment bien se comporter. Mr. Don't Be montrait ce qu'il ne fallait pas faire. Cela semble simple maintenant, mais dans les années 1950, c'était un énorme problème. À l'époque, la plupart des disciplines pour les enfants étaient basées sur la punition. Le système de NY portait sur le renforcement positif. Et le plus surprenant était qu'elle n'avait aucune formation formelle en psychologie. Elle se contentait de regarder les enfants et de remarquer ce qui fonctionnait.
Le système Dooby est devenu si populaire que des experts en enfants ont commencé à l'étudier. Le studio s'est transformé en quelque chose comme un centre de recherche non planifié. Les enfants recevaient même des ballons Dooby qui bourdonnaient quand on les lâchait. Cela rendait les leçons amusantes et inoubliables. Mais la télévision en direct avec de vrais enfants n'est pas comme un dessin animé. Il n'y avait pas de script pour les enfants. Et c'est là que le chaos est apparu. Nancy voulait que chaque groupe d'enfants alterne tous les 2 mois. Ces enfants avaient 4 ou 5 ans et tout pouvait arriver pendant le tournage. Certains pleuraient, certains s'enfuyaient de la caméra, certains se contentaient de fixer les lumières. L'émission n'était pas polie. Elle était brute et réelle. C'est ce qui la rendait spéciale. Mais cela en faisait aussi un cauchemar pour les producteurs. En 1959, la liste d'attente de Baltimore était devenue si longue que le critique de télévision John Crosby a plaisanté en disant que certains enfants n'auraient pas leur chance dans l'émission avant l'âge de 40 ans. Ce n'était pas juste une blague, c'était réellement en train d'arriver. Les parents inscrivaient leurs enfants sur la liste d'attente avant même qu'ils ne soient nés. Quand Edna Anderson Taylor a quitté sa version locale à KSL-TV, il y avait encore plus de 3 ans de familles qui attendaient leur chance. Certains enfants pouvaient revenir s'ils se sentaient à l'aise devant la caméra, mais la plupart n'avaient qu'1 ou 2 semaines avant d'être remplacés. Chaque semaine apportait de nouveaux enfants, un nouveau chaos et de nouvelles surprises. Et c'est ce qui la maintenait en vie. Ce que la plupart des gens n'ont jamais su, c'est à quel point le processus de casting était strict. Tous les enfants ne pouvaient pas être dans Romper Room. Avant qu'un enfant ne soit accepté, il subissait des évaluations de santé mentale. Ces tests n'étaient pas anodins. Les producteurs devaient savoir si un enfant pouvait supporter les lumières vives du studio, la séparation des parents et le fait d'être regardé par des milliers d'étrangers à travers un écran. Si un enfant était trop timide, trop hyperactif ou incapable de suivre les instructions, il était rejeté. Beaucoup étaient refusés simplement parce qu'ils avaient trop d'énergie. L'émission voulait des enfants calmes, concentrés et à l'aise devant la caméra. Les producteurs recherchaient un type d'enfant très spécifique, même s'ils ne le disaient jamais à voix haute. Tout était basé sur les idées des années 1950 en matière de discipline et de contrôle. Et il n'y avait pas que les enfants. Devenir animateur de Romper Room était encore plus difficile. Chaque animateur devait être un enseignant certifié. C'était la partie facile. Elle devait également réussir des tests de personnalité. Par exemple, Miss Fran de Witcha a été choisie parmi 800 personnes. Elle a dû passer 4 séries d'entretiens. L'un d'eux consistait à faire semblant d'enseigner à une classe invisible. Les producteurs recherchaient quelqu'un qui se sentait chaleureux, mais aussi en contrôle. Elle devait gérer des enfants imprévisibles, prononcer des slogans publicitaires naturellement et faire en sorte que tout paraisse calme et joyeux. Une fois que quelqu'un était sélectionné, il s'envolait pour Baltimore. Là, il passait 2 semaines complètes à se former directement avec Nancy Claster. Elles apprenaient la structure exacte, le libellé et le rythme de l'émission. Quiconque ne pouvait pas répondre à ses attentes élevées était renvoyé chez lui. Mais même avec tout ce contrôle, il y avait des différences considérables selon l'endroit où vous regardiez l'émission. Romper Room n'était pas qu'une seule émission. Il y en avait beaucoup. Certaines stations, comme Los Angeles et New York, ont créé leur propre version avec leurs propres animateurs et des enfants différents. D'autres ont suivi de très près le format de NY. Une station de San Antonio a même traduit les scripts en espagnol. Pour de nombreuses familles, déménager d'une ville à l'autre signifiait regarder une version complètement différente de Romper Room. Cela déconcertait les téléspectateurs, en particulier les parents qui pensaient que tout était pareil. Même si le nom restait le même, l'expérience ne l'était pas. C'est le danger de la franchise. Elle s'étend en largeur, mais pas toujours de manière cohérente. L'une des parties les plus magiques de l'émission était le miroir magique. Chaque jour, l'animateur brandissait un cadre de miroir et récitait la célèbre rime « Romper, bumper, stomper, bouh ».
Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Oh, miroir magique, dites-moi aujourd'hui, est-ce que tous mes amis se sont bien amusés à jouer? Et puis, elle nommait de vrais enfants. Mais ce que les gens ne réalisaient pas, c'est tout le travail que nécessitait ce moment. Avant chaque émission, l'animateur passait en revue des centaines de lettres d'enfants de tout le pays. Les parents écrivaient les noms de leurs enfants, dans l'espoir d'une seule mention. L'animateur devait mémoriser des dizaines de noms de mémoire et les prononcer clairement à l'antenne. Oublier un nom signifiait briser le cœur d'un enfant. Certains animateurs créaient des astuces de mémorisation juste pour suivre le rythme. Ce n'était pas seulement mignon, c'était de la pression. De la pure pression émotionnelle qui semblait profondément personnelle pour des millions de jeunes téléspectateurs. En 1965, Romper Room était discrètement devenue l'émission pour enfants la plus répandue à la télévision. Mais elle ne fonctionnait pas comme la plupart des autres émissions. Au lieu d'une seule version diffusée à travers le pays, plus de 100 stations locales ont chacune créé leur propre version avec leur propre animateur local. Ce n'étaient pas seulement des copies. Chaque ville avait sa propre Miss Nancy ou Miss Molly qui parlait aux enfants comme s'ils étaient juste là dans la pièce. Dans les grandes villes comme Los Angeles et New York, elles ne se souciaient même pas du flux national. Elles filmaient bleu leurs propres épisodes à partir de zéro. Et ce qui rendait cela encore plus surprenant, c'est que c'est devenu international. Romper Room a rapidement été diffusé au Canada, au Royaume-Uni, au Japon, aux Philippines, en Finlande, en Nouvelle-Zélande, à Porto Rico, au Paraguay, en Australie, en Papouasie, en Nouvelle-Guinée, en Argentine et en Grèce. La demande était si forte que les parents inscrivaient leurs enfants avant même qu'ils ne soient nés. À Baltimore, la liste d'attente est devenue si longue que certains enfants n'auraient pas leur chance dans l'émission avant l'âge de 40 ans. C'est ce qu'indiquait un rapport de 1959 du critique John Crosby. C'était du jamais vu, mais il ne s'agissait pas seulement de s'amuser. L'émission a gagné la confiance du gouvernement. Elle a collaboré avec le Conseil du président sur la condition physique et le sport. Le groupe a été créé par le président Eisenhower en 1956. Lorsque le président Kennedy l'a renommé en 1963, l'émission a commencé à inclure des jeux et des exercices officiels approuvés par le Conseil. En avril de cette année, ces routines de remise en forme ont été diffusées pour la première fois dans Romper Room. Le ministère de l'Éducation a même soutenu le programme, affirmant que ce n'était pas seulement de la télévision, mais un véritable outil éducatif. Les parents et les enseignants ont commencé à faire confiance à l'émission d'une nouvelle manière. Les gens ne la considéraient plus comme un simple divertissement. Ils la voyaient comme quelque chose de proche d'une véritable salle, de classe de maternelle à la télévision. Cette confiance a aidé Romper Room à construire quelque chose d'encore plus grand. Une gamme massive de produits. Les enfants ne faisaient pas que regarder l'émission. Ils vivaient dans son monde même après sa fin pour la journée. Il y avait des jouets, des jeux et des assiettes à déjeuner tous liés aux personnages de l'émission. Le Doob, à lui seul, s'est transformé en un symbole que les enfants reconnaissaient partout. Il y avait des assiettes Doob, des jouets éducatifs et même ces Romper Stomper en plastique sur lesquels les enfants marchaient dans la maison. Parce que chaque station locale qui créait sa propre émission obtenait également les droits de vendre ses articles. Cela s'est transformé en une entreprise de plusieurs millions de dollars. C'est devenu l'une des premières émissions pour enfants qui ne se contentait pas de gagner de l'argent grâce aux publicités. Elle vendait un style de vie et avec l'émission atteignant également d'autres pays. Ces produits sont apparus dans les magasins du monde entier. Ce mélange de télévision locale, de soutien gouvernemental et de jouets mondiaux a aidé Romper Room à durer de 1953 à 1994. Cela représente 41 ans d'enfants grandissant avec le même enseignant souriant, appelant leur nom à travers l'écran de télévision. Il y avait également un sérieux soutien académique derrière l'émission. De grands noms, comme Johns Hopkins Medicine et le Kennedy Krieger Institute,
ont soutenu les méthodes utilisées dans Romper Room. Le groupe Kennedy KJ Sieler s'est concentré sur le développement de l'enfant et a travaillé en étroite collaboration avec l'université Johns Hopkins, qui avait son propre institut de politique éducative. Ce n'était pas seulement des groupes médicaux. Ils contribuaient à façonner la façon dont les enfants apprenaient. Leur soutien a donné à Romper Room une autre couche de respect. Ce n'était pas seulement une émission populaire. Elle était soutenue par la science. Mais en 1962, quelque chose s'est produit qui a presque brisé toute l'image. À Phoenix, une animatrice locale nommée Cher Chesson, connue des téléspectateurs sous le nom de Miss Sherry, a pris 36 pilules contre les nausées matinales alors qu'elle était enceinte de son 5e enfant. Elle ne savait pas que ces pilules contenaient de la thalidomide, un médicament qui avait causé d'horribles malformations congénitales à travers l'Europe. Les pilules avaient été rapportées à la maison par son mari, Bob Feiningbine, un professeur de lycée qui venait de revenir d'un long voyage de 10 semaines en Europe avec 40 élèves. Il les avait achetés à Londres, où la thalidomide était encore vendue en vente libre à l'époque. Pas d'avertissement, pas d'étiquette, personne pour leur dire ce qui allait se passer ensuite. En 1962, la thalidomide avait déjà été liée à des milliers de bébés nés sans bras, sans mains ni sans jambes. Certains avaient des nageoires à la place des membres. Le médicament n'avait jamais été approuvé aux États-Unis, mais l'achat innocent de Bob s'est transformé en une crise nationale. Lorsqu'un médecin a confirmé ce qu'il craignait, le couple a été confronté à une décision impossible. La loi de l'Arizona n'autorisait l'avortement que si la vie de la mère était en danger. Pour obtenir la permission, ils avaient besoin de l'accord de 3 médecins. Sherry et Bob ont décidé d'avertir les autres parents. Elle a donc parlé à un journal local le 23 juillet 1962. Elle a demandé à rester anonyme. L'article est paru avec le titre « Une pilule pourrait coûter son bébé à une femme ». Mais seulement 3 jours plus tard, le même journal a publié un autre titre. Dans une affaire d'avortement, la mère est une star de la télévision ici et a donné son nom et son adresse personnelle. Sa vie a changé instantanément. Des journalistes ont envahi leur maison à Scottsdale. Des manifestants se sont présentés sur leur pelouse. Sa chaîne de télévision l'a renvoyée immédiatement, disant qu'elle n'était plus apte à être dans une émission pour enfants. Elle avait animé l'émission pendant 3 ans. Elle avait gagné des prix. Maintenant, elle était dehors. Le magazine Life a capturé le moment dans une photo déchirante. Sherry était assise sur le sol, serrant ses enfants dans ses bras pendant que le chaos se déroulait à l'extérieur. La réaction est devenue nationale. Des menaces de mort ont afflué. Le FBI a dû protéger sa famille. Une lettre disait que ses enfants méritaient aussi de mourir. Un prédicateur de Chicago l'a averti que la punition de Dieu arrivait. Des journalistes la suivaient partout. Des agents du FBI ont dû escorter ses enfants. Même le Vatican a condamné sa décision, la transformant en une cible mondiale. Le procureur du comté de l'Arizona a souri lorsqu'on lui a demandé s'il allait porter plainte. Il a dit « peut-être ». Il l'a dit avec un sourire. Sans issue légale aux États-Unis, ni même au Japon, Sherry a dû se rendre en Suède. Elle s'est envolée en portant une perruque blonde, des lunettes de soleil et un faux ventre de grossesse pour se cacher des caméras. Elle a atterri à Stockholm le 5 août 1962. Une équipe de 10 médecins du Conseil médical royal suédois a mis 3 semaines pour prendre sa décision. Le 18 août 1962, l'intervention a été pratiquée. Le médecin a confirmé plus tard que le bébé n'aurait pas survécu. Son corps n'était qu'un torse presque sans membres. Les médias ont suivi chaque étape de son séjour en Suède. Ce n'était pas juste un voyage médical. C'était devenu l'histoire d'avortement la plus publique au monde. 30 ans plus tard, HBO l'a transformé en un film. Une affaire privée avec Sissy Spacek et Aidan Quinn. Sorti le 20 juin 1992. Il a ramené l'histoire sous les projecteurs
et a rappelé à l'Amérique comment le choix médical privé d'une femme était devenu un champ de bataille public. Ce qui est arrivé à Cherchesson a changé la façon dont les gens voyaient la télévision pour enfants, les droits en matière de grossesse et la moralité publique. Romper Room ne s'est jamais complètement remise de ce choc, mais elle n'a jamais disparu non plus. Pendant 41 ans, elle a continué à apparaître sur les écrans du monde entier, façonnant discrètement la façon dont des générations d'enfants apprennent à jouer, à écouter, à partager et à être gentils. En 1979, Leonardo DiCaprio, âgé de 5 ans, a été amené à la version de Los Angeles de Romper Room, une émission pour enfants populaire qui était déjà diffusée depuis plus de 25 ans. C'était son émission préférée et sa mère l'a fait participer comme une faveur. Mais presque immédiatement, quelque chose a mal tourné. Au lieu de participer tranquillement aux segments éducatifs, Leonardo a commencé à semer un chaos complet. Il a couru vers les caméras en direct, a regardé dans l'objectif et les a giflés. Il sautait sur la scène en faisant des flips que personne n'avait demandé. L'émission était censée enseigner les bonnes manières et les compétences d'apprentissage de base, mais Léo l'a transformé en son terrain de jeu personnel. Selon DiCaprio, l'équipe n'arrivait pas à le contrôler. Il a dit une fois « Je me souviens avoir couru vers la caméra, l'avoir regardée et l'avoir giflé. » Dans une autre interview, il a dit « Ils ont dû me faire asseoir plusieurs fois. » Lorsque l'animateur a joyeusement annoncé « Hé les enfants, c'est l'heure du conte », Léo a crié « Ouais !» à plein poumon, la couvrant complètement. Il a même essayé de tirer sa mère sur le plateau. À la fin de l'enregistrement, le personnel en avait assez vu. DiCaprio a toujours décrit cela comme un renvoi. Il n'avait que 5 ans et était déjà viré de la télévision. Mais des années plus tard, l'animatrice de cet épisode, Socorro Serrano, a dit quelque chose de très différent. Elle a déclaré à PBS en 2013 que l'émission n'avait jamais renvoyé d'enfant. Si un enfant était perturbateur, il le déplaçait simplement hors du champ de vision de la caméra et continuait à filmer. Elle a spécifiquement évoqué l'histoire de Leonardo pour dire que le renvoi n'avait jamais eu lieu. Selon elle, peu importe à quel point les enfants étaient turbulents, personne n'était renvoyé. Il les déplaçait simplement dans un coin plus calme et concentrait la caméra ailleurs. Cette contradiction a ouvert une nouvelle question. DiCaprio a-t-il exagéré son histoire? A-t-il transformé une simple redirection en une légende rebelle? La réponse pourrait être oui. Lorsqu'il est apparu dans The Late Show avec David Letterman en 1995, il a dit qu'il avait été renvoyé, mais n'a jamais mentionné avoir été physiquement retiré. Un article du magazine People en 1948 disait qu'il avait été expulsé du plateau, mais cela semble être plus une interprétation qu'un fait. Il n'a jamais réellement prononcé les mots « J'ai été renvoyé ». Il est possible que la vraie histoire soit juste un petit garçon chaotique, étant doucement mis à l'écart par un animateur formé pour gérer des enfants turbulents de 4 et 5 ans. Mais au moment où DiCaprio est devenu célèbre dans les années 1990, l'histoire était devenue un folklore hollywoodien. Il y a une raison pour laquelle elle est restée. Les producteurs de Romper Room avaient des procédures spéciales en place juste pour des moments comme celui-ci. Les enfants qui se comportaient mal à la télévision en direct n'étaient pas rares. Il y avait des plans de secours, des signaux d'urgence et des astuces que les animateurs utilisaient pour tout gérer, sans couper pour la publicité. Un animateur s'est souvenu d'une crise de nerfs en 1977 lorsqu'un garçon nommé Billy a commencé à pleurer pendant le serment d'allégeance et a refusé de continuer. Il n'y avait pas de publicité pour s'échapper. L'animateur a dû combler le vide tout en essayant de le calmer. En direct, sans script. Cette pression était intense. Les opérateurs de caméra ont appris des signaux manuels secrets afin que l'animateur puisse leur dire de détourner l'attention des enfants qui étaient sur le point de craquer. Des psychologues étaient même en attente, observant derrière les caméras. Ce sont des professionnels qualifiés qui pouvaient intervenir si un enfant craquait ou ne pouvait pas supporter la pression d'être filmé.
les lumières, les étrangers, les instructions constantes. C'était trop pour beaucoup de jeunes enfants. Même les plus sages avaient des mauvais jours. Mais Léo n'était pas juste un enfant qui avait un mauvais jour. Son comportement était si mémorable que même des décennies plus tard, l'animatrice s'en souvenait encore clairement. Cela en dit long. Et Léo n'était pas la seule carte folle. L'émission devait faire face à toutes sortes de moments délicats, Saïd. Les béguins d'âge préscolaire, par exemple, étaient un casse-tête constant. Parfois, des enfants de 4 et 5 ans se liaient les uns aux autres et refusaient ensuite de participer aux activités de groupe à moins d'être à côté de leur petit ami ou de leur petite amie. Si l'autre enfant parlait à quelqu'un d'autre, il pleurait, boudait ou se comportait mal. C'était mignon, mais cela rendait la diffusion en direct incroyablement délicate. Un petit béguin pouvait ruiner tout un segment. Ce chaos était caché au public. Mais en coulisses, les choses sont devenues encore plus désordonnées. En 1971, Action for Children's Television a lancé une enquête et a constaté que près de la moitié de l'émission était conçue pour promouvoir des jouets. Les animateurs étaient formés pour vendre sans avoir l'air de vendre. Ils disaient des choses comme « Vous pouvez maintenant déguster votre jus d'orange Tropicana de Pleasant Hill Dairy pendant l'heure de la prière. » Les jouets qu'ils utilisaient n'étaient pas que des accessoires, c'étaient des produits Hasbro. Et les enfants sur le plateau étaient en gros des annonceurs non rémunérés. Encore plus choquantes étaient les disparitions soudaines d'animateurs locaux. Dans des endroits comme Colorado Springs, des personnalités appréciées comme Miss John disparaissaient sans explication. Des milliers de parents ont écrit des lettres exigeant des réponses, mais personne n'a jamais dit la vérité. Des documents internes ont montré plus tard que ces animateurs étaient renvoyés pour des problèmes de conduite personnelle que les stations gardaient un secret. Ce secret permettait aux stations de protéger leur image tout en retirant des personnes en coulisses, peu importe à quel point elles étaient appréciées. Le modèle entier de l'émission était basé sur des franchises, ce qui rendait le contrôle de la qualité impossible. Chaque ville avait sa propre version. Et de nombreux animateurs n'avaient aucune formation en éducation de la petite enfance. Certaines émissions utilisaient leur propre contenu au lieu du programme approuvé. D'autres manquaient même de protocoles de sécurité de base. Les enfants d'une ville pouvaient sauf vivre une expérience éducative enrichissante. Dans une autre, ils faisaient partie d'une production désordonnée, gérée par un personnel sous-qualifié. Rien n'était cohérent. Les sponsors s'en fichaient. Les entreprises de jouets avaient plus d'influence que les éducateurs. Hasbro exigeait que plus d'un tiers de chaque épisode soit consacré à montrer des enfants jouant avec des jouets spécifiques. Les animateurs devaient dire des choses comme « N'oubliez pas de chercher vos jouets Romper Room en plein milieu des segments d'apprentissage supposés. » L'émission n'enseignait pas. Elle vendait. Les choses ont empiré en 1941. Cette année-là, l'émission a été renommée Romper Room and Friends et a introduit des marionnettes comme Kimball, Granny Cat et U-Pop. Ces personnages ont remplacé les enseignants en direct. Et au lieu de moments d'apprentissage spontanés, l'émission est devenue une série de sketchs de marionnettes. Ils ont fait environ 100 de ces segments de marionnettes et les ont diffusés à l'échelle nationale. Le cœur de l'émission, la magie interactive en direct, avait disparu. Maintenant, tout était préenregistré. L'épisode de Leonardo s'est déroulé en 1969, juste 2 ans avant ce changement radical. À l'époque, l'émission était encore en direct dans la plupart des villes, y compris Los Angeles. Et c'est ce qui la rendait spéciale. Dans des endroits comme Baltimore et New York, la liste d'attente était si longue que certains enfants n'auraient pas la chance de participer avant d'être presque à l'école primaire. Un rapport de 1959 a même plaisanté en disant que certains enfants ne participeraient pas à l'émission avant l'âge de 40 ans. Ce lien personnel a disparu lorsqu'ils ont commencé à utiliser des épisodes enregistrés. Le segment du miroir magique où l'animateur regardait dans l'écran et disait « Je peux voir Tommy et Jill ici à c'était Maria » était autrefois réel parce que c'était réel.
Les enfants envoyaient ça. Leurs sauces envoyaient leur nom et l'animateur les lisait en direct. Quand cela est devenu préenregistré, la magie a été perdue. Les enfants ont rapidement réalisé que l'animateur ne les voyait plus vraiment. Au moment où Sharon Jeffrey est devenue la première et unique animatrice afro-américaine en 1987, l'émission s'éteignait déjà. Elle travaillait depuis Oakland, animant la version de la baie de San Francisco. Son rôle était historique, mais les codes d'écoute chutaient rapidement. Romper Room a cessé la production en 1992 et les rediffusions ont cessé d'être diffusées en 1995. Cela a mis fin à une diffusion de 41 ans, l'une des plus longues de l'histoire de la télévision, jusqu'à ce que Sesame Street batte ce record en 2010.